Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Scobains, un acteur bien connu du marché immobilier, des bureaux en particulier. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu as une longue expérience dans le secteur immobilier, dans le financement. Et je crois qu'on peut aussi dire que tu connais Joël depuis longtemps, puisque, si ma mémoire est bonne, vous avez été camarades de classe à Solvay. Oui, tout à fait. On fait partie de la même promotion de ce qui s'appelait à l'époque l'école de commerce Solvay. Un homme de chiffres, aujourd'hui à la tête, fondateur d'un groupe qui s'appelle Grownups et qui est spécialisé dans le marché des bureaux, mais sur un segment très particulier et avec un positionnement unique ou quasiment unique en Belgique. Peux-tu nous en parler? Tout à fait. Donc, je n'ai pas fait ça toute ma vie, mais en tous les cas, l'essentiel de ma carrière, puisqu'après 2 petits jobs à Bruxelles, j'ai travaillé 9 ans en banque à Luxembourg, avant de revenir en 99 avec mon épouse et nos enfants en Belgique. Et là, j'ai lancé une activité de marchand de biens immobiliers, donc une société qui achète des biens immobiliers pour les revendre. Première société qui a duré 4 ans jusqu'en 2003 où j'ai eu l'occasion de la revendre. Et là, j'ai créé une nouvelle société qui est devenue Grownups. Donc, Grownups existe depuis 21 ans. Les 3-4 premières années de Grownups, l'activité de marchand de biens était encore focalisée sur l'immobilier résidentiel, donc des appartements, des maisons, des immeubles de rapport, des lotissements, quelques promotions. Et puis, à partir de 2007, un petit peu par hasard, je dois dire, nous avons commencé à rediriger les opérations, les acquisitions et donc l'activité vers essentiellement les immeubles à usage professionnel, essentiellement les bureaux, de manière plus rare, parce qu'il y a moins d'opérations de ce type, les entrepôts et parfois même des centres commerciaux. Avec effectivement, comme tu l'as dit, un business model assez particulier, voire unique, puisqu'en fait, j'ai repris un petit peu la recette de beaucoup de marchands de biens, en tous les cas à l'époque dans le résidentiel, qui achetaient un immeuble résidentiel, donc un immeuble d'appartement, dans son entièreté, pour le revendre à la découpe, c'est-à-dire par appartement. Donc, on achète un immeuble de 12 appartements, par exemple, à un certain prix qui représente une certaine décote parce qu'on achète l'ensemble, et puis on les vend individuellement aux futurs propriétaires de ces 12 appartements, que ce soit des futurs occupants ou des investisseurs. Alors, les investisseurs de Bbonds connaissent ce concept d'achat-revente à la découpe d'immeubles de différentes tailles. C'est vrai qu'ici, on est sur un asset spécifique, donc des bureaux, et pas des petits immeubles de bureaux. On parle quand même d'ensemble immobilier d'une certaine taille et envergure. Oui, ça c'est assez spécifique aux immeubles de bureaux, parce que si on peut connaître parfois des petits immeubles de rapport résidentiel avec par exemple 3 appartements, les immeubles de bureaux sont quasi toujours de plus grande ampleur, donc on parle de milliers de mètres carrés, voire même parfois de dizaines de milliers de mètres carrés. On ne construit pas un immeuble de bureau de 300 mètres carrés. Et donc, effectivement, ceux qui veulent devenir propriétaires de surface de bureau, par exemple, de 300 mètres carrés, eh bien, en général, doivent se tourner vers un rez-de-chaussée de bureau en dessous d'un immeuble résidentiel ou bien une maison maître transformée en bureau, mais qui n'a pas le confort professionnel d'un immeuble de bureau avec des faux planchers, des faux plafonds, de l'air conditionné, ventilation, etc. Et donc, en général, c'est un marché de propriétaires d'immeubles dans leur entièreté. Et ce sont essentiellement des institutionnels qui détiennent ces immeubles, des fonds immobiliers, des compagnies d'assurance, des banques, des fonds de pension.
Et les occupants, eux, sont locataires. Et donc, on a détecté qu'il y avait sans doute un marché, peut-être pas énorme, mais en tous les cas une niche de marché pour ceux qui en ont un peu marre d'être locataires en tant qu'occupants d'un plateau de bureau et qui aimeraient bien peut-être devenir propriétaires pour ne pas payer ad vitam des loyers et peut-être constituer, que ce soit pour la société ou pour leur patrimoine, un actif immobilier au niveau des bureaux. Ça peut être aussi une diversification d'investissement. Et on a commencé à acheter des immeubles, en général partiellement, voire totalement vides, une certaine décote dans le prix, pour les revendre à la découpe, en quelque sorte par appartement, sauf qu'il s'agit d'immeubles de bureaux. Nous choisissons évidemment des immeubles qui s'y prêtent bien. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle des immeubles multitenants, donc multi-occupants, mais qui étaient locataires. Mais donc, tout est prévu pour que ce soit des sociétés différentes ou des associations qui détiennent, enfin, qui occupent chacune une surface. Et plutôt que les mettre uniquement en location, nous les mettons également à la vente. Et donc, une PME, ce qui est notre cible typique, ou bien à Bruxelles, ce sont plus des associations, des fédérations qui, pour des raisons qui lui sont propres, patrimoniales, ou bien simplement un usage sain de leur trésorerie, préfèrent devenir propriétaires que rester locataires. Eh bien, ils peuvent acheter 300 mètres carrés, 600 mètres carrés ou 5000 mètres carrés au sein de nos immeubles. On peut peut-être souligner aussi ici l'origine du nom de ta société, donc qui est Growners, qui est une contraction du terme anglais devenir propriétaire. Et donc, c'est ce concept de finalement, pour le prix d'un loyer, pouvoir devenir les propriétaires de ces bureaux, comme tu le disais, constituer un patrimoine, soit pour son entreprise, soit pour le ou la chef d'entreprise. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans le secteur résidentiel. Les gens pensent qu'un loyer, c'est jeter de l'argent. Et finalement, vous avez appliqué ce principe au marché du bureau et avec un track record maintenant de combien de milliers de mètres carrés d'années? Eh bien, ça fait donc une quinzaine d'années qu'on est sur ce marché, puisqu'on a commencé en 2007-2008. On a déjà acquis une soixantaine d'immeubles, et plus de 40 sont totalement revendus. Nous en avons donc entre 15 et 20 qui sont à des stades de commercialisation différents. Certains, il nous reste plus qu'un plateau et d'autres acquis plus récemment sont plus disponibles. Alors, il y a quand même une particularité, c'est que nous mettons aussi en location ou quand on achète des immeubles partiellement libres d'occupation, mais ça veut dire qu'ils sont aussi partiellement loués. Et là, les surfaces louées peuvent être acquises, bien sûr, par l'occupant, mais peuvent aussi être acquises par des investisseurs. Et donc, sur notre site, il y a tout un volet investissement où, en général, ce sont des investisseurs avertis, c'est-à-dire, bon, on parle quand même d'investissements de quelques centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, selon la surface et le loyer. Et ces investisseurs avertis le font en général pour diversifier leur portefeuille. Ils ont souvent déjà du résidentiel, peut-être du commercial, mais ils veulent également du bureau en guise de diversification, sachant que ça présente certains avantages, certains inconvénients aussi, mais ils le savent bien, ils connaissent le marché. Les avantages essentiels, c'est que le rendement est nettement plus élevé, plus du double du rendement sur du résidentiel. Tous les frais, notamment les taxes, sont pris en charge par le locataire. Ça, c'est pour les avantages. Les inconvénients, c'est que ce sont des biens moins liquides que les appartements. C'est-à-dire un appartement, quand on veut le vendre, il y a un marché, c'est une question de prix. Quand on veut le louer, il y a un marché, c'est aussi une question de loyer. Mais pour le bureau, c'est différent. Il faut trouver l'amateur qui a besoin dans cette localisation de cette surface-là. Et ça, voilà, parfois ça va très vite, parfois il faut être un peu plus patient et donc il faut prendre ça en compte dans ce calcul d'investissement. Et c'est finalement tout le savoir-faire de Growners qui est de détecter les bonnes opportunités d'achat, donc des gens qui sont arrivés avec le souhait de vendre à de bonnes conditions, on va dire, pour vous permettre d'acheter et de
redévelopper ou redéployer le potentiel de l'immeuble dans la durée ou avec un nouveau profil d'occupant, quoi. Voilà, je dirais que nos critères par le passé étaient triples. J'aurais dit une bonne localisation, porteuse, le prix, bien entendu. Et là, nous avons une très bonne connaissance de notre marché. On est essentiellement actif à Bruxelles et en périphérie bruxelloise. Parfois, il y a des exceptions en province. Mais donc, on connaît très bien ce marché, en tous les cas dans notre gamme de prix. Et c'est vrai qu'il y a des décotes importantes sur les immeubles partiellement ou totalement vides, puisqu'à ce moment-là, le propriétaire, sur les surfaces vides, il doit assumer les charges, dont les taxes, qui sont particulièrement élevées à Bruxelles. Et donc, son rendement sur l'ensemble de l'immeuble tombe comme neige au soleil. Si, par exemple, l'immeuble n'est plus occupé qu'à 50%, il n'a pas 50% de son rendement, il en a peut-être que 25%, parce que les 50% vides lui coûtent. Et donc, nous achetons à des prix qui tiennent compte de ces données. Donc, nous achetons en dessous du prix normal au mètre carré, mais c'est normal puisqu'il y a cette problématique. Et nous apportons la solution par notre business model. Et donc, quand nous quittons un immeuble, on a une certaine fierté à dire ils sont toujours à 100% remplis. Et donc, on a déjà solutionné plus de 44 difficiles pour des immeubles qui étaient partiellement ou totalement vides et qui, au jour d'aujourd'hui, sont totalement occupés. Et donc ça, en termes de durabilité, c'est important. Et donc, effectivement, 3 critères par le passé: localisation, prix d'achat, mais aussi l'état du bien. Et je te rajoute plus récemment, ces dernières années, mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment prioritaire pour tous les acteurs et tous les segments d'ailleurs de l'immobilier, c'est la durabilité, la performance énergétique du bâtiment, à laquelle nous sommes très attentifs. Et donc, contrairement au passé, d'aujourd'hui, il y a quasi toujours un volet rénovation dans nos acquisitions. C'est pas la rénovation en profondeur telle que le ferait un promoteur pour remettre un produit à neuf sur le marché, mais à des prix du neuf aussi. Et donc, ça, c'est pour les top corporates qui sont prêts à payer les prix très élevés pour avoir le summum du summum. Non, nous sommes dans un marché de PME, d'ASBL, fédérations qui font attention aussi à leurs coûts, qui veulent du confort, mais qui veulent aussi un prix accessible. Et donc, nous faisons de plus en plus des améliorations au niveau isolation, au niveau chaudière, groupe de ventilation, châssis, tout ce qui est lumière LED, éclairage LED, tout ce qui peut améliorer la performance énergétique du bâtiment. Et donc, vous avez vu le secteur évoluer, donc la montée des préoccupations environnementales, les différentes manières d'occuper les bureaux. Donc, vous avez vraiment une vue fine donc, sur le changement des habitudes. Il y a vraiment un changement profond. Et d'ailleurs, la question ne se pose même plus, c'est qu'on le veuille ou non. Alors, tout le monde est plus ou moins sensibilisé à cette problématique, mais quand bien même on n'y est pas extrêmement sensibilisé, financiers, vos banquiers se chargent de l'être pour vous, puisque les banques, pour supporter une acquisition, vont elles-mêmes voir effectivement la performance énergétique du bâtiment concerné ou les projets d'amélioration de cette performance, et elles ne font votre acquisition que si effectivement les futures performances ou les performances actuelles du bâtiment sont satisfaisantes. Parlant de banques et de partenaires de financement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les sources de financement de ton entreprise, mais aussi finalement ton expérience? On sait, ceux qui te connaissent savent que tu as notamment été en bourse à un certain moment de ta carrière. Tu as aussi divers partenaires financiers. Est-ce que tu peux un peu nous dire, nous partager cette expérience, je veux dire, de financement des activités de la société? Oui, certainement. C'est une histoire assez, je dirais, amusante, pour ma part passionnante, mais en tous les cas, c'est avec plaisir que je la partage. Donc, en fait, j'en suis assez fier. Je suis parti de zéro avec mes petites économies après une dizaine d'années de travail en banque. Alors, oui, je dis petites économies parce qu'au niveau immobilier, les montants sont très vite importants, tout le monde le sait.
Et spécialement, évidemment, quand on parle d'immeubles de bureaux de plusieurs milliers de mètres carrés ou dizaines de milliers de mètres carrés. Et donc, Grownox, dans le nom, il y a to grow, donc grandir, et puis il y a owner, être propriétaire, qui reflète évidemment notre business model. Et au niveau financement, quand j'ai commencé, c'était avec mes quelques fonds propres, mais surtout avec du levier bancaire. Et puis, les affaires se développant, les montants ont augmenté en proportion. Et puis, il faut pas l'oublier, la crise financière de 2007-2008 qui a été très compliquée pour tout le monde, mais certainement aussi pour le secteur immobilier et le secteur bancaire, c'est lié. Et donc, à l'époque, il n'y avait plus de financement. Donc, on a eu une crise immobilière, conséquence de la crise financière qui a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les activités des uns et des autres. Mais il y avait cette crise financière et donc, à un moment donné, il n'y a plus aucun crédit accordé aux acteurs immobiliers, ce qui était problématique. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à diversifier, je dirais, nos sources de financement. On l'avait déjà fait marginalement par l'entrée en bourse, donc en PME. Et à l'époque, en 2006-2007, il y a eu un marché de cotation des PME. Et cette aventure m'a attiré. Et donc, on était en pleine croissance, comme d'ailleurs quasi toutes ces sociétés introduites en 2007 sur la bourse de Bruxelles, toutes ces PME qui avaient levé des fonds qui étaient en pleine croissance. Et puis 2008, la crise financière, catastrophe pour quasi tous les secteurs. Donc, l'aventure des entreprises cotées en bourse n'a pas été une success story financière pour ceux qui s'y sont investis. Nous-mêmes, on a eu très difficile, mais on s'en est sorti et on s'en est sorti notamment par la diversification de nos sources de financement. Donc, on a commencé à parler à des investisseurs privés dans un premier temps qui nous ont soutenus sur des projets ou de manière générale soutenu l'entreprise, qui croyaient comme nous ou qui partageaient nos valeurs. Certains sont même, et j'en suis particulièrement fier, mais satisfait, nous font toujours confiance, donc ça fait une quinzaine d'années. Et les affaires se développant, ce ne sont plus que des particuliers qui nous ont soutenus, mais aussi des institutionnels. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui des financements par des compagnies d'assurance, des fonds de pension qui nous accompagnent soit sur un volet de notre activité, soit sur une opération particulière, nous aidant à acquérir le bien et puis se faisant rembourser au fil de la vente de ce bien. Aujourd'hui, tu te prépares à lancer une campagne de crowdlending. Quel est pour toi l'intérêt de ce type de financement par rapport aux autres? Et pourquoi fais-tu appel au crowdlending aujourd'hui? Alors, nous l'avons déjà fait par le passé et tous ces emprunts ont été remboursés. Justement, dans cette idée de diversification de financement, et ça, c'est l'expérience qui nous a appris que c'est très utile. Donc, nous avons de très bonnes relations avec nos partenaires banquiers, mais ils ont leur politique. Ils peuvent être totalement indépendante de notre entreprise, de notre activité, voire même du secteur immobilier. Les banques, on l'a vu, peuvent un jour avoir elles-mêmes des difficultés, peuvent un jour modifier leur politique parce qu'un secteur est considéré comme problématique ou parce que les taux montent ou descendent, que sais-je. Ils ont leur propre activité et même si nous performons très bien, indépendamment de notre situation ou de notre activité, à un moment donné, une banque peut dire, écoutez, pour le moment, nous ne vous finançons plus de nouvelles activités et il faut se prémunir de ça. La crise financière de 2008 nous l'a appris. Depuis, nous avons continué cette diversification de financement qui a également accompagné, il ne faut pas se le cacher, notre croissance. Un autre point qui peut être limitatif et tout à fait compréhensible, j'ai travaillé en banque, c'est qu'à un moment, vos banquiers peuvent vous dire, voilà, tout se passe très bien, mais on a atteint une certaine limite par rapport à votre groupe, nos encours, par rapport à la taille du groupe, par rapport à notre propre politique de diversification.
eh bien, ils sont limités à tel montant, vous approchez de ce montant, et donc on va attendre certains remboursements avant de vous octroyer de nouveaux crédits. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est très sain de diversifier ses financements, que ça soit en type de financement, mais en source de financement également. Alors, je profite de ton passage dans ce podcast pour aborder un point qui revient régulièrement auprès de personnes qui découvrent le crowdlending et qui peuvent parfois être étonnées de voir un taux d'intérêt de 6, 7, 8, 9, 10 et parfois plus, donc 7%, 10%, 11%, et qui peuvent être surpris de la différence, évidemment, entre ce rendement et celui qu'ils obtiennent dans des investissements plus traditionnels. Et donc, à ces gens, on explique que les gens comme toi, les investisseurs professionnels, ont l'habitude de faire appel donc à des gens fortunés ou dont le prêt, est un métier et qui, eux, ont l'habitude de demander, donc d'obtenir des rendements supérieurs et que donc, quand un acteur se tourne vers le crowdlending, il n'est pas face à une proposition usurière, de taux d'intérêt démesurés, mais il est simplement en train de diversifier ses sources de financement, et à des conditions où les taux, ne sont pas pour lui, largement fort différents, je vais dire, ou supérieurs à celui qu'il pourrait obtenir auprès d'autres investisseurs plus fortunés. Est-ce que tu confirmes cela dans ton expérience? Alors, je confirme 100%. Donc, effectivement, on travaille pour une partie de nos financements à des taux élevés. En fait, je pense qu'il faut voir deux choses. C'est la proportion de ce qu'on finance à ce genre de taux. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est bien sûr le coût moyen de nos financements. Donc, si une partie importante est à des taux relativement plus bas, mais voilà, on peut se permettre à la marge certains financements à des taux plus élevés, et c'est le cas, c'est ce que nous faisons. Donc ça, c'est une proportion dans les financements. Tous nos financements ne sont pas à ce genre de taux parce que ça, ce serait évidemment Bien sûr. assez problématique. L'autre chose, c'est voir qu'est-ce qu'on finance comme activité et quelle est la rentabilité de cette activité. Et en fait, les marchands de biens, en général, c'est des métiers relativement porteurs quand on a une certaine expérience sur des montants quand même substantiels, ce qui peut justifier éventuellement d'être prêt à payer pour certains emprunts des taux élevés parce qu'il y a une rentabilité à côté. Et pour ce qui est Growner's en particulier, cette rentabilité est extrêmement élevée sur chaque opération fléchée parce que, comme je l'ai expliqué, nous achetons des immeubles de bureaux à des prix fortement décotés parce qu'ils sont dans une situation problématique qu'on va solutionner par notre business model. Et Je donc, pense c'est ce qu'on peut qui... rappeler ceci, hein, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais cette idée d'un rendement, nettement aussi supérieur au rendement habituel, je veux dire, de l'investisseur moyen et auquel, ici, maintenant, des investisseurs qui apportent une mise, plus modeste, enfin, je veux dire, à partir de 100 € sur B-Bonds, peuvent donc, être associés à des opportunités d'investissement, auxquelles on ne peut pas prétendre, je veux dire, avec un capital limité. Voilà, donc indirectement, ils profitent de la rentabilité de nos opérations et de notre expertise pour réaliser cette rentabilité. Et pour ce qui est des bureaux, comme je l'ai expliqué, ce sont des biens un peu moins liquides et donc ça oblige d'avoir une rentabilité très importante. Si vous achetez un appartement que vous savez que vous le revendrez dans les 3 mois, voilà, vous pouvez gagner quelques pourcents. Et vous serez très content, vous aurez un rendement sur une année, un rendement moyen intéressant. Les bureaux, ça met des années pour vendre la totalité d'un immeuble ou d'un parc, puisqu'on achète des parcs de bureaux. Et donc là, il faut être sûr que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est suffisamment importante que pour supporter les coûts qu'on aura pendant toute cette durée de l'opération, les coûts financiers, les coûts opérationnels, même s'ils sont en partie compensés par les loyers qu'on peut avoir sur les parties qui sont occupées par des locataires. Et avant de parler du projet qui fera l'objet de la campagne de crowdlending, qu'est-ce que tu peux dire aux investisseurs des risques, je veux dire, de ce secteur ou de l'activité, donc enfin, à la fois du secteur et de votre manière à vous de gérer le risque? Alors, ne faites pas notre activité parce que si vous n'avez pas l'expérience, ça peut faire très mal. Donc, je connais certains confrères qui ont essayé
de faire l'opération, qui sont habitués au résidentiel, qui ont essayé un immeuble de bureau. Et l'erreur classique est d'acheter trop cher. Donc, ils comparent par exemple le prix de vente au prix d'achat et se disent magnifique, j'ai une marge plus importante que dans le résidentiel, ça va être formidable. Et puis, ils se retrouvent avec un immeuble qui ne vend pas du tout en 3 mois, mais qui vend morceau par morceau, si c'est le business model qu'ils essayent d'appliquer. Et donc, s'ils ne l'ont pas prévu, s'ils ont payé trop cher à l'acquisition, mais l'opération ne s'avère pas rentable sur la durée. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient envie de s'essayer au métier. Sinon, ben voilà, nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça, ça fait 15 ans qu'on rembourse tous nos prêteurs et que l'entreprise se développe. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement cette donnée supplémentaire de qualité énergétique des bâtiments et nous l'avons tout à fait prise en, en compte et c'est d'ailleurs l'objet de ce financement. Et alors, pour parler de l'évolution du secteur, à la fois sur ces dernières années, mais sur, les années à venir, on a vu le développement du coworking, donc des bureaux partagés. Est-ce que pour vous, c'est une menace ou c'est, plutôt quelque chose de tout à fait complémentaire? Comment est-ce que vous voyez cette coexistence, d'acteurs différents? En fait, nous avons l'un ou l'autre espace de coworking qui sont nos locataires. Et donc, on est susceptible de revendre ces surfaces à des investisseurs. Donc, c'est tout à fait complémentaire. C'est vrai qu'avoir dans un immeuble ou à proximité d'un immeuble des surfaces de coworking, c'est pas mal parce que ça offre de la flexibilité aux entreprises qui, par exemple, peuvent prévoir que leurs réunions tous ensemble, mais ne pas prévoir une grande salle de réunion qui sera occupée qu'une fois par mois, mais le faire dans un autre espace ou au contraire, on veut s'isoler pour un projet, pour être hors du tumulte de l'entreprise ou bien pour un aspect confidentiel, eh bien, c'est pas mal de pouvoir travailler ou se réunir par ailleurs. Donc, non, c'est pas une grande concurrence. En fait, nous, ce qui fait Grand Neuf, ce qu'on aime beaucoup, c'est un marché qui bouge. Ben, c'est comme les courtiers, évidemment, un marché qui bouge, ça veut dire qu'il y a des locations, ventes, et voilà, si tout le monde reste dans son espace, ben, le courtier n'a rien à faire. Nous, c'est un petit peu la même chose. Donc, un immeuble qui se vide parce que des locataires ont quitté, ben, pour nous, c'est une bonne nouvelle, c'est une cible à l'acquisition. Et puis, des entreprises qui envisagent de déménager, eh bien, c'est une bonne nouvelle aussi, puisque c'est autant de candidats euh, potentiels à l'acquisition ou à défaut à la location. Donc on va pouvoir faire la transition vers le projet, qui va être proposé aux investisseurs B-Bonds. Donc pour ceux qui vivent en région bruxelloise, peut-être qu'ils ont vu vos affiches et qu'ils connaissent ce bâtiment, donc puisque c'est Riverside, situé à Anderlecht. Est-ce que tu peux, nous parler de cet immeuble et de ce projet? Oui, c'est un magnifique parc d'immeubles, vraiment très, très beau parce que vert, vraiment très, très espacé. C'est assez exceptionnel pour être dans les 19 communes de Bruxelles et avoir cette qualité d'environnement le long du canal, tout près du Ring, donc accessibilité en voiture top et avec une navette quotidienne 2 fois par jour du parc vers la gare du Midi pour faciliter ce type de communication. Donc, très bonne localisation, très chouette environnement. Nous avons acheté l'entièreté du parc il y a quelques années, 12 immeubles. Au jour d'aujourd'hui, 8 immeubles sont totalement vendus. Euh, 2 ou 3 sont en cours de vente par morceau, donc il nous reste un plateau, 2, 3 plateaux selon les immeubles. Et puis l'immeuble qui nous concerne, lui, est encore totalement notre propriété et totalement vide également. Et donc pour qu'on puisse se représenter, quelle superficie et quel type d'unité sur ce site? C'est un immeuble R+2. Tous les parkings sont extérieurs autour de l'immeuble. Il y a suffisamment de parking en proportion des surfaces de bureaux. L'avantage d'avoir le rez-de-chaussée permet éventuellement un petit peu de dépôt, mais l'objectif, c'est essentiellement un parc de bureaux. Et là, en fait, ce que nous voulons faire, c'est remettre
pour nous donner toutes les chances de commercialiser tant à la location et puis la vente à un investisseur qu'à la vente directe à des futurs occupants. Nous voulons remettre cet immeuble en tête de liste, je dirais, chez les courtiers et dans le choix des candidats potentiels, avec justement cette idée de performance énergétique. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un immeuble qui a un PEB D, ce qui est pas formidable, c'est pas catastrophique, mais enfin, c'est très moyen. Et vu la concurrence que peuvent avoir les candidats, certainement à la location, un peu moins à l'acquisition, puisqu'on est à peu près les seuls à vendre à la découpe. Mais néanmoins, même s'ils n'ont pas fort le choix, ils ont des exigences de qualité en termes de confort, de performance énergétique, de durabilité. Et donc, à l'aide de conseils extérieurs, donc d'ingénieurs, on a établi un budget de rénovation qui touche tous les points les points essentiels qui peuvent améliorer substantiellement la performance énergétique du bâtiment. Pour le faire passer, c'est juste des normes, mais enfin, c'est ce qui reflète le mieux l'efficacité pour le commun des mortels, pour le faire passer à un PEB B, ce qui est tout bon, puisque vraiment, il n'y a que les bâtiments neufs qui ont des PEB A. Et on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Ça, il faut bien le rappeler. On n'est pas dans du neuf qui sont vendus à 4-5 000 euros du mètre carré, mais on est la gamme juste au-dessus et qui est vendue à la moitié du prix, si pas même en dessous. Et d'ailleurs, c'est un projet dans lequel vous avez déjà vendu une partie des unités. Alors, donc, dans le parc, j'ai mentionné tout ce qu'on a vendu. Sur cet immeuble-là, non. Et c'est ce qui permet évidemment la rénovation parce que pour faire des travaux quand même importants, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, si l'immeuble est partiellement occupé. Donc, c'est pour ça qu'on profite, c'est un peu notre politique générale, tant que l'immeuble est totalement vide, d'appliquer ce programme de rénovation qui concerne essentiellement l'isolation et la performance énergétique. Donc, il est prévu de remplacer des châssis. Au-dessus du deuxième étage, il y a une grande verrière qui sera également remplacée par une nouvelle verrière mieux isolée. Nous allons renouveler les groupes de ventilation par des groupes plus performants et moins énergivores. Donc, le confort sera amélioré, la performance sera améliorée. Nous allons également refaire tout le long, un relampage, donc tout en système LED. Oui, et l'installation de panneaux solaires. Effectivement, la toiture s'y prête, son orientation également. Et donc, ça, c'est prévu. Et c'est justement pour ces travaux que nous réalisons cette levée de fonds. Et pour les investisseurs Bibon, c'est à la fois une opportunité d'investir dans un secteur différent, donc de diversifier leurs investissements, donc dans le secteur du bureau. Mais on a aussi une particularité dans cette campagne qui est une assurance sur le capital. Oui, tout à fait. Donc, comme Bipons le propose sur certains de ses projets quand ils sont éligibles, il y a une tranche de 500 000 euros au capital et intérêts garantis, et puis une autre tranche qui ne bénéficie pas de cette assurance d'un tiers. Et donc, l'investisseur a le choix d'investir dans la partie totalement assurée avec un rendement un petit peu moindre, c'est le coût de l'assurance évidemment, ou dans la partie qui n'est non assurée et qui offre le rendement plein. Très bien, on arrive tout doucement au terme de cet épisode. On a pour habitude de finalement clôturer en te laissant la parole. Si tu as un message à adresser aux investisseurs avant le lancement de cette campagne. Mais je pense que le principe du crowdfunding, et spécialement dans l'immobilier, est vraiment à tout son sens. Donc, les acteurs immobiliers cherchent du financement par essence. Il y a toujours des effets de levier. Ils n'agissent pas qu'avec leurs fonds propres.
Pourquoi le font-ils? C'est parce que le coût de leurs emprunts leur revient moins cher que ce que peut leur apporter une opération. Et donc, effectivement, des acteurs comme B-Bonds qui rapprochent les investisseurs, monsieur et madame tout le monde, de ces acteurs immobiliers, permettent clairement de faire se rencontrer les deux besoins, celui d'un investisseur qui a envie d'un certain rendement et qui, avec une somme toutefois limitée, mais peut accéder à des opérations impossibles pour lui seul. Et puis, de l'autre côté, grâce à ce rassemblement de tout le crowd, de permettre aux acteurs immobiliers de se financer partiellement et de diversifier leur financement. Donc, je pense que c'est un secteur qui est en plein développement et qui a de beaux jours devant lui. Merci Vincent d'avoir partagé avec nous ton parcours et ton expérience. Très Et volontiers. on te souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe de Gros Nurse, beaucoup de succès dans cette campagne. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.